Bonjour, bonjour. Ah, incroyable. Bonjour à vous tous. Ah, je suis content d'être là. J'ai eu un petit problème, je suis un peu en retard. Bonjour Elisabetta, bonjour Sonia, bonjour Dorota, euh, Margojata, Gosha, Katarzyna. Waouh, beaucoup de monde, c'est super. Très bien, bonjour à vous. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Dalmal, super. Bonjour Carolina. C'est super, il y a beaucoup de monde. Regardez, je propose, avant de commencer, avant de voir les choses sérieuses qu'on va voir aujourd'hui, je vous propose, bonjour de Lublin, super, je vous propose de me dire ce que, écrivons un petit peu en français sur le chat, essayons d'écrire, ce que, bonjour de Plotsk, super, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, les amis? J'écris la question dans le chat. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Bonjour de Varsovie, Lydia. Super. Rien, Agnieszka, c'est une réponse très rapide et c'est une bonne réponse. Il faut se reposer. Je vais à la piscine avec ma fille. C'est très mignon. Je vais au concert. Elżbieta, je prononce bien, j'espère. Elżbieta, au concert. Quel concert? De la céramique, entendu. Faire de la céramique, super. Marche nordique, de la couture. Se reposer, bien sûr. Il faut se reposer. Le jardin, travailler dans le jardin. Oui, il fait encore peut-être. Je crois que. Ah, aujourd'hui, il fait. En tout cas, à Varsovie, je ne sais pas où tu es, Bogusław. À Varsovie, il fait pas trop mauvais. Il y a aussi des examens, bien sûr. Je retrouve des amis. Parfait, avec retrouver. Exactement, bravo. Retrouver quelqu'un. Je retrouve des amis. Et nous faisons un feu de camp ce soir. Parfait. Au cinéma, boire du café, je vais au concert, je vais jouer du piano. Viens, je vais cueillir des champignons. Bravo, avec cueillir. Rien, c'est juste aussi voir les filles récolter les bonbons avec les enfants. C'est vrai, c'est Halloween. C'est une bonne idée. Se promener, profiter des beaux jours d'automne en Bavarie. Ah, Sonia qui vient Bavarie, je me trompe. Bavière, en Allemagne. Sonia, je ne sais pas si c'est toi qui viens d'Allemagne, peut-être que je me trompe. De la musique, Vivaldi, parfait. Me reposer, je ne sais pas encore. Vous allez voir, vous allez voir. Très bien, merci pour toutes ces petites réponses. Pas de plan pour le week-end. Une chose que je vais certainement faire, c'est les devoirs de mathématiques. Je les déteste. Parfait. Malheureusement, on est obligé des fois, surtout avec les devoirs. C'est comme ça que ça marche. Bavière, ok. Parfait. Parfait, parfait. Et toi? Ah, voilà, Damien aussi. Très bien. Alors, regardez, nous allons commencer. On a quelques temps, nous avons un petit temps ensemble. Je pense que le webinaire va durer à peu près 40 minutes, 45 minutes. Il n'est pas trop long. Il s'appelle les bizarreries de la langue française. En fait, on va s'intéresser à ça. Je vais vous montrer. Voici le programme. Ce qu'on va faire, c'est que on va s'intéresser à quelques petites bizarreries et en fait, on va essayer de comprendre, pour faire simple, pourquoi les choses sont comme ça en français. On va travailler sur 4 petits thèmes. On va travailler sur les nombres, le vouvoiement, pourquoi on dit vous, la négation, pourquoi on dit le mot pas pour la négation, le re, la prononciation du re, qui est un peu bizarre en français, vous avez remarqué. Et on va travailler aussi sur quelques petits mots. On va travailler sur l'étymologie, on va essayer de comprendre l'histoire de ce mot. Ici. Voilà pour le programme. Alors, je suis un peu en retard, donc allons-y, on commence. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que je ne parle pas trop vite, d'accord? Je vais essayer de parler un peu de cette façon, ici. Si je parle trop vite, Wiesława, ok, super. Si je parle trop vite, voilà, s'il y a beaucoup de personnes qui me disent que je parle vite, je vais essayer de ralentir. Parfait, très bien. On doit se trouver exactement 2 personnes qui habitent en Bavière. C'est pas, c'est la première fois dans les webinaires. C'est la première fois de l'histoire des webinaires. Ok, alors je vous propose de commencer. D'accord? On va parler des nombres, d'accord, en français. On va bien sûr parler de quelques nombres spécifiques en français. Vous connaissez le nombre.
vous connaissez certains mots qui sont un peu bizarres. On va essayer de comprendre la logique derrière avant de commencer. J'ai toujours voulu savoir pourquoi on dit 70, 80, 90. Les élèves posent toujours cette question. Eh ben, Damien, bienvenue. On va parler de ça. Exactement. On va parler de ça. Avant de commencer de vous expliquer l'histoire, je vous ai juste mis quelques nombres pour commencer ici. Il y a quelques nombres. Je vous propose d'essayer de les écrire sur un clavier, donc de les écrire avec en lettres, d'accord? Vous pouvez essayer, vous pouvez choisir un nombre qui est là, ici, dans cette catégorie, et vous pouvez essayer de l'écrire sur le chat. Ici. Je vous aide pour le premier, le plus facile, mais vous pouvez essayer avec un autre, ici. On a 34, ici. Ça, c'est simple, mais pour les autres, 34, oui, bien sûr, comme ça. Mais écrire, exactement, 30. Sonia, 34. 34, super. On a 74, en effet. 74, 96. Bravo. Bravo, bravo. Ok, on a 80. On a 88 000, bravo. 88 888, exactement. C'est super. 88 888. Bravo, Katarzyna, et bravo à vous. 96, ça marche. 74, vous l'avez trouvé. Ça marche, ça marche. Attention à 60, qui est écrit comme ça. On va l'écrire comme ça, avec un X, mais on le prononce 60. Ici. Très bien. Alors, je vais essayer d'être assez rapide. Cette petite partie n'est pas... je vais être assez rapide. Vous comprenez déjà le problème. Je vais parler, bien sûr, de ces numéros un peu bizarres. 80, 70, 90, ici. Peut-être que certaines personnes qui... exactement, Carolina, tu as raison avec la Suisse. On va parler après de la Suisse. Et on va parler aussi de la Belgique. En France, oui, en France, on utilise ce système un peu bizarre, 80, 90, 70. OK. Vous avez, peut-être que vous n'avez pas réfléchi à la logique de la chose, mais par exemple, si on traduit littéralement, c'est comme si on dit, par exemple, 96, en polonais, normalement, c'est comme si on dit 4, 16, je crois. C'est bizarre, vous voyez, c'est bizarre. Mais voilà, en français, c'est ce système. On dit 96. Ici. Alors, on vous pose une question, on vous demande est-ce que vous avez une idée de pourquoi on a ce système? C'est une question très compliquée. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. Alors, je pense que je vais tout de suite répondre. Ouais, bravo, exactement. Ouais, bravo, vous avez de bonnes idées, exactement. On a un héritage celte, on va voir ça. On a un système de numération ancien. Magda, tu as raison, il y a un peu de ça. Pour compliquer la vie, c'est une très bonne formule. C'est plus facile à prononcer. Je crois pas, parce que tu vas voir, Sonia, il existe des systèmes, comme par exemple en Suisse ou en Belgique, il existe des systèmes qui sont assez simples. Regardez, voilà la réponse. Attention, c'est ici. Voilà la réponse. La réponse, c'est celle-ci. Alors, en fait, je vais faire un peu d'histoire pour expliquer ça. Je vais essayer d'être très simple. Avant les Français, donc le peuple qui s'appelle les Français, il y avait d'autres peuples, bien sûr. Un peuple très ancien qui existait avant sur le territoire de France, c'est les Celtes. Ils avaient une langue celtique. Les langues celtiques, ce sont des langues qui... Il en existe encore. On a par exemple l'irlandais. L'irlandais, c'est une langue celtique. Okay. Donc, on avait un peuple celte qui parlait le celtique. Et ces peuples, apparemment, selon les théories, okay, une théorie qui est assez forte, ces peuples, ils utilisaient pour compter un système pas sur 10. Ils n'utilisaient pas, par exemple, les 10 doigts pour compter, mais ils utilisaient un système basé sur 20. 20. Pourquoi? Parce que vous avez l'illustration ici. Vous voyez l'illustration.
En fait, probablement que pour compter, en fait, ils utilisaient aussi les pieds quand ils comptaient. Voilà, ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser un système de 10, mais un système de 20. Ouais. Donc leur système pour compter traditionnel, c'était par 20. 20, 2 20, 3, 3 20, etc., etc. Ils se basaient beaucoup sur le 20. Ici. Vous avez un petit exemple en orange, un petit exemple qui est assez intéressant. Vous avez une langue qui est bizarre, ici. Une langue qui est... Pourriez-vous lire la réponse? Les Celtes comptaient peut-être en base de 20 en utilisant leurs doigts et leurs orteils. Ouais. Alors, vous voyez exactement. Damian, tu as raison. En orange, ici, vous avez du breton, le breton. Okay, c'est la langue de la Bretagne, une région en France. Et le breton, c'est une langue d'origine celte. La langue a beaucoup changé depuis les Celtes qui étaient sur le territoire de France, bien sûr, mais c'est une langue d'origine celte. Et qu'est-ce que vous voyez dans le petit élément qui est orange? Vous avez les numéros 40 et les numéros 20. Vous pouvez voir que pour 40 et pour 20, ils utilisent le même mot. Ils utilisent, je crois que c'est prononcé Ugent. Ils utilisent le même mot, Ugent. Pour 40, ils disent quelque chose comme Dao Ugent. Okay, et pour 20, ils disent Ugent. Donc, pour une langue celtique, vous avez ce système qui existe encore. Pour dire 40, ils utilisent quelque chose comme 2 fois 20. Vous voyez? Ok, donc c'est les Celtes. Les Celtes. Les Celtes utilisaient une base de 20 pour compter. Qu'est-ce qu'il se passe après? Après les Celtes, il y a un autre peuple, les Gaulois. Et qu'est-ce qui se passe avec les Gaulois? On a l'invasion romaine. Les Romains, ils parlent latin. Et je ne peux pas imaginer le guerrier qui compte ses orteils. Exactement. C'est un peu drôle, c'est un peu original, mais c'est l'explication la plus approuvée. Les Romains, ils ont un système de 10 sur 10. Un système comme vous connaissez ici en Pologne, ils comptent par 10 ici, avec chaque dizaine un nouveau mot. 20, 30, 40, etc. etc. Donc, les Romains, ils parlent latin, ils ont un système décimal, ils utilisent les dizaines, okay, et la langue latine va remplacer le celte qui était parlé, et petit à petit, ça va donner le français. D'accord? Le français, il n'y a presque aucun mot celte, il y a presque que des mots latins, mais par contre, une chose qui est un peu bizarre, c'est que le système pour compter, le système latin, n'a pas été accepté rapidement. Je vous ai dit, le français, donc le latin a été utilisé après sur le territoire. On a arrêté de parler celte. Le français a été créé sur la base du latin. Tous les mots viennent du latin, mais le système pour compter, il a mis beaucoup de temps à exister. Par exemple, vous voyez ici, ouais, le breton est vraiment bizarre. Il n'est vraiment pas comme le français. Vraiment pas. Vous voyez, c'est une langue celtique et le français, c'est une langue latine. Donc, c'est vraiment rien à voir. Regardez, vous avez cette chose, j'espère que vous voyez, j'essaye de zoomer. Au Moyen-Âge, dans plusieurs régions, on utilisait beaucoup encore les formes en 20. Vous voyez, pour dire 30, qu'est-ce qu'on disait? On disait 20 et 10. Pour dire 40, on disait 2 20. Pour dire 60, on disait 3 20. Ici. Et en plus, vous voyez, l'orthographe, c'est l'orthographe du Moyen-Âge. Vous voyez? On écrit 20 comme ça. Maintenant, nous, on écrit 20 comme ça. Damien, tu vas voir après. Moult, je vais expliquer après, ne t'inquiète pas. Mais je peux te dire, maintenant, ça veut dire beaucoup. Mais on va parler de ce mot à la fin, Damien. Voilà. Voilà. Donc, ça a mis beaucoup de temps ici. Vous avez ici une petite anecdote. Vous avez compris. Le français a été
a été créé, mais le système pour compter, même au Moyen-Âge, donc les gens ne parlaient plus du tout celte, bien sûr, on parlait déjà une sorte de vieux français, d'accord, mais le système pour compter était hérité du celte, bien sûr. Voilà, vous avez ici quelque chose d'assez intéressant. Vous avez ici la petite image. Vous avez un hôpital qui s'appelle les 15-20. Un hôpital qui s'appelle encore maintenant, cet hôpital existe encore, l'hôpital s'appelle les 15-20. Pourquoi ce nom bizarre? Parce que Saint-Louis, donc Saint-Louis qui était en c'était quoi la date? 1214, donc au Moyen-Âge, en 1214, Saint-Louis a fondé un hôpital pour 300 chevaliers, mais il l'a appelé le 15-20. C'était un système pour compter. C'était un système normal. On disait 15-20 pour dire 300. Vous voyez? Système basé sur les 20. Donc, on parlait français, mais le système était encore très influencé par la façon de compter des Celtes, ici. Ok. Alors, j'essaye aussi de vous expliquer ça rapidement. Donc, voilà, le système, on utilisait la façon de compter celte pendant beaucoup de temps. Avec le temps, en fait, dans les régions, il y a différents systèmes qui se sont entremêlés. Vous avez cette chose ici en français, entremêlés, c'est-à-dire des systèmes qui se sont mélangés. Donc, on a une façon latine qui s'est développée avec 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. On a ce système qui s'est développé en France pendant le Moyen-Âge. Okay. Dans certaines régions, certaines personnes utilisaient ce système. À côté, il y avait des personnes qui utilisaient un autre système, le système en 20. Okay. Dans certaines régions, dans certaines parties de la population, on utilisait le système en 20. Et ce qui est intéressant, c'est que des personnes utilisaient les deux systèmes. Ici. Les personnes qui comptaient, qui savaient compter, bien sûr, les personnes instruites, pouvaient utiliser les deux systèmes. Il n'y avait pas de problème. Vous avez un exemple ici. Vous avez 2 pièces de théâtre qui ont été écrites par un auteur très populaire dans la culture française, Molière. Peut-être que vous avez entendu parler de Molière. Ok, vous avez un exemple ici où il utilise la formule 70. Il ne dit pas 79, mais il utilise la version latine, il dit 70. Exactement, Alexandra, tu as raison, ces deux systèmes se sont mélangés avec le temps. On ne dit pas 20 et 10, on dit 30. On ne dit pas 2, 20, on dit 40. Mais on utilise encore, par exemple, 80. Donc, regardez, Molière utilisait le système latin dans une pièce de théâtre, et dans l'autre pièce, il disait 6, 20. 6 fois 20, ici. Vous voyez? Donc, c'est une même personne, un même auteur qui utilise les deux systèmes. Les systèmes se sont mélangés. Et voilà. Très rapidement, je vous explique comment on peut s'y perdre. Exactement. Tu as raison, Alexandra. C'est une bonne remarque. On peut se perdre dans les numéros. On peut se perdre. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a des grammairiens, vous savez, à l'époque du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, des gens ont essayé de travailler sur la langue, sur la logique de la langue. Il y a des gens qui ont essayé d'encadrer, de donner des règles à la langue. Et bien sûr, il y a des gens qui ont essayé de fixer un système. Par exemple, il y a cette personne qui est une des premières personnes qui a essayé de donner un cadre, de fixer, de dire on doit compter comme ça. Mais ça n'a pas marché. Finalement, avec le temps, en France, avec le temps, les gens ont commencé à utiliser les deux systèmes en même temps. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ça s'est fait naturellement. On avait deux systèmes qui existaient pendant longtemps. Et avec le temps, on a mélangé les deux systèmes. Voilà. C'est un système d'origine celte, ici,
avec le temps, on a utilisé les deux systèmes et à la fin, on utilise les deux systèmes encore. Alors, question pour vous. Nous avons le mot septante, huitante, nonante, octante. Est-ce que vous avez une idée des endroits dans l'espace francophone où on utilise septante, huitante, nonante? Alors, on a en Suisse, en Belgique. Ok, entendu. Canada. Ok, en Belgique. Au Canada. Au Canada. Ok, intéressant, intéressant, intéressant. Tu parles, Magda, par exemple, au Québec, bien sûr. Mhm. Mhm. Entendu. Ouais, 70 et 90. Alors, regardez. Alors, malheureusement, j'étais 2 ans au Québec. Ouais, voilà, Viesfava. C'est ce que je pensais. Je crois, normalement, donc Viesfava peut me dire si c'est vrai ou pas. Normalement, au Québec, on utilise le système français. On utilise le système français. C'est celui qu'on a actuellement ici. Mais dans d'autres endroits, on utilise les autres systèmes. Regardez, 70 et 90, vous avez raison, en Suisse, à Jersey, je ne sais pas si vous savez où c'est, je vous conseille de regarder, je n'ai pas le temps d'expliquer exactement où c'est, mais vous pouvez regarder, vous avez peut-être jamais entendu parler de ça, c'est très bizarre. Jersey, c'est une petite île près de la France, mais qui appartient à la couronne britannique, à l'Angleterre. C'est très très bizarre. Il y a encore des gens qui parlent français ou normand et ils utilisent 70 et 90 en Belgique. Et regardez, très intéressant, vous savez aussi, donc il y a l'histoire coloniale de la France et de la Belgique. Il y a parfois dans les anciennes colonies belges, des colonies comme la République démocratique du Congo, au Rwanda ou au Burundi, où on utilise le 70 et 90. 80 dans certains cantons suisses, dans certains départements, dans certaines régions suisses, vous comprenez 80 et octante, donc, qui est une sorte de synonyme de 80, a disparu. Voilà pour l'histoire. Voilà pour le petit 80, 70, 90. Voilà, j'espère que c'est clair. Vous avez compris. Les Celtes, ils utilisaient 20, un système sur 20, basé sur 20. Les Romains sont arrivés avec leur système. En France, on a mis beaucoup de temps à utiliser le système des Romains. On a parlé français, on a commencé à développer le français, mais on comptait encore comme les Celtes. Et après, les deux systèmes se sont mélangés. Voilà. Donc, la façon de compter des Français est un peu liée à des orteils. C'est connecté avec les orteils. Vous voyez? C'est intéressant. Ils décident de s'adapter en Belgique quand ils disent 90 au lieu de 90. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Surtout si voilà, on apprend le français, on s'habitue à une formule et voilà, on peut être un peu perdu. Regardez, on va passer à la suite. On va parler d'un autre petit mystère. Peut-être que vous vous êtes posé la question, peut-être pas. Le vouvoiement. Le vouvoiement. Qu'est-ce que c'est le vouvoiement? Le vouvoiement, c'est le phénomène d'utiliser vous pour être poli, pour une forme de politesse. En français, c'est le système qu'on utilise. C'est c'est pas trop compliqué. On utilise vous. On conjugue à la deuxième personne du pluriel et ça marche. On est poli ici. La différence entre tu et vous. Vous connaissez, c'est pas un problème pour vous. Alors on va essayer d'expliquer pourquoi, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre. Pourquoi on utilise vous? Pourquoi on utilise une formule du pluriel? On va voir ça après. Pourquoi on utilise une formule du pluriel pour être poli? Mais d'abord, une sorte de petite activité. Vous pensez que c'est au Québec, on ne vous voit pas. Et le nombre, Alexandra, le nombre octante a disparu. Octante, c'est une façon de dire 80, exactement. C'est une façon de dire 80. Donc 80 est le plus utilisé en Suisse et octante a presque totalement disparu.
Et en Belgique, on prononce le P dans 70. Ah, ça, je ne savais pas du tout, Gibetta. Merci. 70. Ok. Ok, alors peut-être en Suisse, on dit 70. Je ne sais pas. Oui, ils sont disponibles à vie. Il n'y a pas de problème, Alexandra. Alors, regardez, je vous propose une petite activité. Je vous montre des situations. Je vous montre des situations et vous devez dire, est-ce que dans ces situations, vous, dans le chat, vous utilisez tu ou vous utilisez vous, tout simplement. Regardez, on commence avec cette situation. Dans cette situation, est-ce que vous utilisez tu ou vous? Aneta, Lydia, vous, ouais, bien sûr. Bravo, ok, pour tout le monde. Pour tout le monde, pour tout le monde. Ok, très bien. Pour l'instant, c'est facile. Ok? Alors, on continue. Regardez, dans cette situation, avec votre partenaire, votre mari, votre femme, votre petite amie, fille ou féminin. Tu, bien sûr. Bien sûr, c'est clair. Alors, même à une caissière. Ouais, Alexandra. Ouais, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça. C'est vrai, t'as raison. T'as raison. Ça dépend. Si en colère, vous. Ouais, peut-être, c'est une façon peut-être de réagir. Donc bien sûr, ça marche maintenant. Tout le monde dit tu, bien sûr, quand on est en couple ou quelque chose comme ça. Mais bon, vous savez, avant, donc dans le passé, voilà, dans des couples bourgeois, par exemple, on pouvait dire vous, bien sûr. Ça marche. C'est la question des relations formelles et informelles. Regardez, justement, maintenant, la dernière situation, regardez, c'est une situation assez intéressante. Ici, qu'est-ce que vous dites pour votre patron? Tu ou vous? Vous. Tout le monde dit vous. Alexandra, Sonia, Bogusław. Ça dépend aussi, Alexandra. Oui, une personne âgée aussi, bien sûr. Donc il y a plein de situations qui existent. Vous avez compris, là, je montre juste 3. Exactement, ouais, à moins qu'ils nous autorisent à le tutoyer. Exactement, c'est la culture de l'entreprise. Oui, c'est ça. Voilà pourquoi la troisième situation, elle est intéressante. En fait, bien sûr, normalement, on utilise vous, c'est ce qu'on utilise. Mais vous savez, donc en France, on a des boîtes, c'est-à-dire des compagnies, des entreprises, où on a une culture un peu, on va dire, horizontale et où on insiste pour tutoyer le patron, bien sûr. Bien sûr, ça dépend de la culture de la boîte. Je dis ça aussi parce que, donc officiellement, toujours vous, exactement. Mais je sais que ça dépend, voilà, par exemple aussi du pays. Je pense qu'au Québec, je ne suis pas sûr maintenant, moi je n'ai pas vécu au Québec, mais je crois savoir qu'il y a une culture plus horizontale. Et c'est peut-être plus commun d'utiliser, par exemple au Québec, tu. On se tutoie au boulot. Ouais, avec le patron, avec le boss, avec le chef, on peut se tutoyer, je pense. Ok, très bien. Les soirs, on se tutoie facilement. Ok, entendu. Alors, pourquoi? Pourquoi on dit vous? Pourquoi on dit vous pour être poli? On n'a pas le même système. En polonais, vous n'utilisez pas la deuxième personne du pluriel pour être poli, bien sûr. Donc pourquoi on a ce système, en fait? Alors, c'est encore une fois lié au romain et au latin. Je vais essayer de vous expliquer simplement ici. En fait, le vouvoiement n'est pas apparu dans la langue française. On utilise V en russe. Ouais. Alors, je ne sais pas pour le russe, je ne sais pas aussi pour les autres langues, mais voilà. Alors, en tout cas, pour le français, c'est lié au latin. Okay. C'est lié au latin. On utilisait déjà le système du vouvoiement en latin. Ici. Alors, je vais vous expliquer comment c'est apparu. D'accord? Je vais vous expliquer comment c'est apparu. C'est une théorie. On n'est pas sûr de ça, c'est une théorie, mais c'est la théorie, on va dire, la plus travaillée, la plus probable. Et c'est une chose assez intéressante. Vous, regardez, on utilise une forme du pluriel pour être poli.
c'est un peu bizarre. Bah, vous allez comprendre, la théorie va essayer de vous expliquer pourquoi c'est une forme du pluriel. Ici. On a cette chose. À partir donc de la fin du IIIe siècle, 4e siècle, on a eu d'une période, une autre période de crise dans l'Empire romain, ici. Et on a eu une division du pouvoir de l'empereur. En français, on dit Dioclétien, l'empereur en français qui s'appelle Dioclétien, qui a divisé le pouvoir de l'Empire pour mieux organiser, pour mieux gérer, pour la gestion de l'Empire. Vous savez, c'est la période où il y a eu notamment aussi la division entre l'Occident et l'Orient, l'Ouest et l'Est. Vous savez? Ok. Donc, il a séparé le grand gouvernement entre plusieurs dirigeants. Dirigeant, c'est comme leader. Vous voyez? Ok. Le pouvoir est séparé entre plusieurs leaders ici. Qu'est-ce qu'il se passe? À partir de ce moment, pour les cérémonies officielles, eh bien, pendant les cérémonies, quand les empereurs prenaient la parole, quand ils devaient parler, ils prenaient toujours la parole. C'était pas la tradition, mais c'était le code. Ils prenaient la parole pour les autres dirigeants. Ils disaient nous parlons, nous les dirigeants, nous disons ça. Et quand on répondait ou quand on parlait à un dirigeant, on ne disait pas tu, on disait vous les dirigeants. Pendant les cérémonies officielles, on a décidé de ne pas dire tu, on a décidé de s'adresser aux dirigeants en disant vous. C'est important parce que aussi il y avait des cérémonies officielles où il n'y avait pas tous les dirigeants, etc. etc. Mais on insistait sur le fait que les dirigeants ont le même pouvoir ici. Donc, voilà, on disait vous, on parlait à une personne, des fois on parlait à une personne, on répondait à une personne, mais c'était le dirigeant, et on disait vous pour inclure, pour parler des autres dirigeants, ici. Voilà, c'est ça. Et c'est à partir de cette période où, en fait, c'est à partir du IVe siècle où même on voit apparaître le vouvoiement, la formule du vouvoiement, dans des actes administratifs, ici, dans les lettres, dans des choses liées à l'administration, et même après dans la correspondance privée. Donc cette chose qui a commencé avec les cérémonies, un code de cérémonie, après est entré dans la vie courante, c'est rentré dans la vie courante, avec l'administration et après la correspondance privée. On a commencé à prendre l'habitude de dire vous en latin. Avant la séparation du pouvoir, la division du pouvoir, pour l'empereur, on disait tu. Quand on parlait à un empereur romain, on disait tu. C'est vous qui est apparu, vous avec cette notion de vous qui est apparu avec les cérémonies officielles et la division des pouvoirs. Donc voilà pourquoi vous, forme de politesse, est une marque aussi du pluriel. C'est parce qu'à l'origine, on parlait à plusieurs personnes. Les officiers magistrats en France utilisent toujours la forme nous, exactement. Nous, le maire, exactement, pour certaines choses. Alors c'est vraiment dans certaines formules, dans certaines, dans certains actes, d'accord, mais c'est la même logique. Il y a des familles, ouais, c'est très rare. C'est très rare, Alexandra. Je pense que, tu sais, c'est un code peut-être de la bourgeoisie. Je pense que même dans les familles très bourgeoises, le vouvoiement est, je pense, maintenant très rare, vraiment. Je pense qu'il est très rare. Mais ça peut peut-être exister. Personne aristocratique. Ah, ok, intéressant, pas fait ça, je ne sais pas. Exactement, surtout que ça reste de nos jours. Ok, très bien. Intéressant aussi pour le côté, pour les Polonais. Ok. Voilà pour le vouvoiement. On a... regardez, une petite chose qui est intéressante, juste pour le vouvoiement. Il faut que je vous dise, que je vous parle de ça, pour le vouvoiement.
Ok, donc le vouvoiement, après, s'est développé en France, selon la hiérarchie. Bien sûr, ça s'est développé assez rapidement. On utilisait vous, par exemple, quand on parlait au roi, on disait vous. Quand les bourgeois parlaient aux nobles, ils utilisaient vous. Et donc, il y a un système de hiérarchie qui existe. Ok. Mais il y a euh, une période dans l'histoire de France où le vous était interdit. Est-ce que vous avez une idée d'une période dans l'histoire de France où le vous était interdit? Ouais, bravo. Bravo, bravo. Quand j'ai rédigé mon mémoire, oui, c'est vrai, quand j'ai rédigé mon mémoire en France, j'ai utilisé nous. Ok, entendu, entendu, entendu. Oui, c'est un acte spécial, une sorte de code qui est encore utilisé, je pense, pour les mémoires en France. Peut-être plus, ou peut-être pour certains mémoires. Vous avez raison. Bravo à tous. Bravo. La Révolution, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la Révolution? Voilà ce qui s'est passé. Il y a eu la Révolution. La Révolution a essayé de créer une nouvelle société. Donc, c'était un tremblement de terre. C'était quelque chose qui a touché, bien sûr, la société de façon très importante. Et les façons, on a aboli la hiérarchie. Bien sûr, c'était un des buts, abolir la hiérarchie. Et donc, alors, le vous n'était pas interdit dans les conversations privées, bien sûr, mais par contre, dans les actes administratifs, pendant un certain temps, on a arrêté d'utiliser le vous. C'était vu comme une forme verticale et on visait une société plus égalitaire. Donc le vous était le symbole d'une société basée sur la hiérarchie, vous voyez. Donc, pendant un certain temps, pendant la Révolution, on a interdit, dans les actes administratifs, dans l'administration, on a interdit le vouvoiement. Ici. On évitait aussi d'utiliser le vouvoiement dans la vie privée, parce que c'était un signe de l'ancien régime, vous voyez. Voilà, c'était interdit pendant un temps, et aussi, on ne disait pas monsieur, on ne disait pas monsieur, on n'utilisait pas madame, mais pareil, dans l'administration, on utilisait un autre terme, on disait citoyen, citoyenne, pour le féminin. C'est une bonne question, mais non, Lydia. Je pense vraiment que, encore une fois, je pense que dans de très rares familles, on vous voit, c'est vraiment un code déjà de la famille bourgeoise, et même dans les familles les plus bourgeoises, maintenant, c'est vraiment un code qui n'existe plus. Je pense que c'est très rare, vraiment. Ok, c'est la même chose en Union soviétique. Ouais, exactement. Donc c'était pendant un temps, on a aboli ça. Entendu. Alors, regardez, avec le temps que nous avons, je propose de nous concentrer sur une troisième chose. Je vais me concentrer sur je regarde avec le temps que nous avons. Malheureusement, on n'a pas énormément de temps. Ok, on va travailler un peu sur la négation. C'est assez rapide. Je vais vous expliquer des choses sur la négation. Et après, on va travailler sur quelques mots. L'enregistrement de ce webinaire sera-t-il disponible quelque part? Oui, il sera disponible. Femme, c'est professeur avec un E ou docteur avec un E. Vieswava, c'est une forme qui existe. C'est une forme qui est possible et qui est considérée comme correcte. Alors, regardez. Ici, on va travailler un peu sur la négation. D'accord? La négation, c'est aussi, je pense, assez intéressant. Une question en français. On utilise dans beaucoup de langues, par exemple les langues latines, on utilise no. En espagnol, on utilise no. En italien, on utilise no. Ok. Alexandra, je vais un peu expliquer l'histoire de la prononciation du R. D'accord? Je vais essayer d'être assez rapide. Malheureusement, je dois finir à 14 heures. Je vais expliquer la négation, je vais expliquer un peu le R et après peut-être quelques mots.
D'accord? Allons-y rapidement. La négation. Ok. Ça sert à expliquer l'opposition d'une idée, vous le savez. Et en français, qu'est-ce que votre professeur vous dit? Il vous dit, le plus important dans la négation, c'est le pas. Prononcez le pas ici. Je ne bois pas, je ne veux pas, etc. etc. T'as raison, il y a aussi ne rien, il y a d'autres formes de négation. Mais la négation classique, c'est pas. Ok? Très bien. Avant, en français, quelque chose qui est assez incroyable peut-être pour vous, mais avant, dans la langue, dans le français du Moyen-Âge, du Haut Moyen-Âge, au début, on utilisait simplement le ne de négation pour créer un mot négatif. On disait « je n'écoute ». Exactement, Alexandra. À l'oral, maintenant, on enlève le ne de la négation. C'est vrai. Au Moyen-Âge, donc du 5e jusqu'au 11e siècle, voilà, on disait juste « je n'écoute, je n'avance ». Pour dire le négatif. Je n'écoute. Ce n'est pas « j'écoute », mais « je n'écoute ». Okay. Quel est le problème? Il y a quelque chose qui est apparu avec ce système. On a un problème qui est apparu dans la langue. Un problème qui est apparu de façon naturelle. Le problème, c'est que quand vous dites, par exemple, à l'impératif, quand on donne un ordre, on peut dire avance, ou au négatif, on va dire, maintenant en français, on va dire n'avance pas. Ok. Mais avant, quand on utilisait juste le système avec ne, on disait juste n'avance. Le problème avec le temps, avec certaines formes, avec certains mots, c'est que avance et n'avance, c'est presque la même chose. Vous voyez, c'est très difficile, surtout dans certains contextes où on peut crier, où on est rapide, c'est très difficile de comprendre la différence entre avance et n'avance, par exemple. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, après, on n'a pas utilisé le mot pas. On a utilisé autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a utilisé des mots pour insister. On a utilisé des mots pour insister sur la négation. Alexandra, je suis très content que tu aimes ça. Alors, je reprends l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? On a utilisé des mots pour insister sur la négation. Et ces mots avaient une logique. Vous avez par exemple, le premier exemple, avec le mot goutte. Donc en polonais, kropla, normalement, je crois. Le mot goutte. Donc une goutte. On l'utilise pour les liquides. Eh bien, par exemple, on a commencé à utiliser le mot goutte pour insister sur la négation, d'accord? On l'a utilisé, le mot goutte, à la fin, après ne, pour insister sur la négation, et aussi pour être sûr que la personne nous comprend bien, parce que vous comprenez le problème. J'ai donné l'exemple avec avance et n'avance. Entre avance et n'avance, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, on a commencé à utiliser des petits mots logiques pour insister sur la négation ou juste pour être compris ici. La logique avec goutte. On utilise le mot goutte avec pleuvoir, par exemple. Il ne pleut goutte. On a une goutte pour pleuvoir. C'est logique. Donc, on l'utilisait pour insister. Quand on dit « il ne pleut goutte », ça veut dire « il ne pleut vraiment pas » maintenant. En français, on le traduirait comme ça. Il ne pleut absolument pas. Ou on utilisait « goutte » juste pour être sûr d'être bien compris. Pour utiliser un petit mot de négation supplémentaire pour être bien compris. Voilà, un deuxième petit mot de négation supplémentaire pour être bien compris. On a un autre exemple avec « mi » pour la nourriture. On va dire, pour la nourriture, on va dire, par exemple, ni, donc je crois qu'en polonais c'est oklo, ok? J'espère que c'est clair. Vous avez une petite illustration ici d'une ni. Aujourd'hui, en français actuel, on dit miette.
Et pour la nourriture, par exemple, on disait je ne mange mi. Voilà. Il y a une logique avec mi. Okay. Donc mi, c'est pour tout ce qui est lié à la nourriture. Je ne mange mi. Goutte, c'est pour tout ce qui est lié au liquide. Il ne pleut goutte. Je ne bois goutte. Okay. D'après vous, quel mot de négation on va utiliser avec avance? Bravo. Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez trouvé. Vous avez trouvé. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais en français, le mot pas, la négation pas, vient en fait littéralement d'un pas. Littéralement. C'est le même mot, c'est la même origine. C'est ça. On utilise maintenant, notre négation actuelle, on utilise ce mot, pas. Alors, comment c'est possible? Pourquoi on a utilisé, maintenant, au XXIe siècle, on utilise le mot pas pour toutes les négations? Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, il y a 2 étapes. Première étape, les mots de négation comme pas, goutte, mi sont devenus interchangeables. Bizarrement, avec le temps, les gens utilisaient pas, goutte, mi, d'autres mots, comme point. Pas, goutte, mi, point. Ils utilisaient de façon interchangeable, c'est-à-dire que, par exemple, on pouvait dire je ne mange goutte ou je ne veux mi. C'est des négations qui sont apparues, qu'on utilisait comme ça, par habitude. Voilà. Ici. Le mot pas n'était pas encore utilisé massivement. Okay. C'est assez intéressant parce que maintenant, encore en français, maintenant, il y a des expressions qu'on utilise actuellement en français. De vieilles expressions qu'on utilise et qui sont des témoignages de ce temps. Par exemple, en français, on a une formule, on a une expression qui dit « je ne vois goutte ». Je ne vois goutte. Okay. Si on pense à la chose, ça veut dire « je ne vois rien » en français. Je ne vois vraiment rien. Okay. C'est une expression qui est encore utilisée par certaines personnes un peu plus âgées, qui n'est pas utilisée par les jeunes, mais c'est une expression qui est encore comprise par quelques personnes. Et cette expression, elle est expliquée par la logique. C'est parce que avant, donc encore au Moyen Âge, on utilisait de façon interchangeable tous les mots de négation. Je ne mange mi, je ne veux mi, je ne mange goutte, etc., etc. Bravo, exactement, Alexandra. C'est vrai. C'est aussi ce que je voulais dire. Exactement. Mi était même la négation la plus utilisée en ancien français. C'était le mi qu'on utilisait le plus. Je ne peux mi, je ne veux mi, etc., etc. Ouais, exactement. Et nous avons, avec le temps, voilà, avec le temps, le pas, tout simplement, c'est imposé. On n'a pas d'explication, je n'ai pas trouvé d'explication qui explique pourquoi le mot pas s'est imposé. On a le mot pas qui est devenu populaire et qui maintenant est utilisé en français standard, c'est le mot pas qu'on utilise. Il y a un autre mot qui a été beaucoup utilisé et qui était très populaire jusqu'à un certain temps, mais qui maintenant n'est plus populaire. Un autre mot de négation, c'est point. On utilisait aussi point on utilisait aussi point comme négation. Et c'est quelque chose que vous pouvez encore lire dans les textes anciens ou peut-être entendre dans des enregistrements très anciens. Le mot point était aussi beaucoup utilisé comme formule de négation. Mais avec le temps, c'est le pas qui s'est imposé, tout simplement. La phrase « je ne mange mi » veut dire tout simplement « je ne mange pas ». Alors, tu as compris que ça, c'était avant, ici. Si tu dis maintenant à un Français « je ne mange mi » ou « je ne mange miette », miette, c'est la variante actuelle du mot « mi », les gens ne vont pas comprendre, bien sûr. Mais c'était avant, on disait « je ne mange mi », c'était pour dire « je ne mange pas » ou « je ne mange rien du tout ». Ok,
Voilà avec ces éléments. Alors malheureusement, j'ai juste 5 minutes. Donc avec les 5 minutes, je vais juste très rapidement, je suis désolé, c'est très rapide. Je pense que ce serait intéressant de parler de ça plus profondément. Mais je vais essayer de le faire très rapidement. D'accord? Le R. Pourquoi en français on prononce le R comme ça? Je vous le dis très rapidement, on ne sait pas pourquoi. On a des théories, mais on ne sait pas pourquoi, malheureusement. J'ai préparé quelque chose pour vous parler de 2 théories qui expliquent pourquoi en français on prononce le R de cette façon. Mais ces théories sont fausses. Les gens, en fait, ne savent pas. Les linguistes ne savent pas. Ils ne sont pas sûrs. C'est intéressant le R français parce que, regardez sur la carte ici, pour faire simple, vous avez tout, vous voyez en bleu, donc ce sont les différentes formes générales de prononciation du R ici. Et vous voyez qu'en France, c'est le seul pays avec une langue d'origine latine où on ne prononce pas le R comme en espagnol ou en Italie ou en Roumanie ou au Portugal ou voilà. Donc, voilà, c'est assez intéressant. Mais les gens ne savent pas pourquoi. On a des théories, mais cette théorie est fausse. On voulait dire que c'était l'influence de l'Allemagne, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On n'a pas eu de période en France, à part il y a très longtemps, quand on a les tribus franques qui sont arrivés au territoire, mais il n'y avait pas encore de Français, c'était pas encore la France, il n'y avait pas des Français. Donc on n'a pas d'influence germanique récente qui explique ça, et on n'a pas aussi, ce n'est pas aussi l'influence des vieilles, des anciennes, des anciens peuples germaniques. Donc ce n'est pas l'influence des peuples germaniques récents, ce n'est pas ça, et ce n'est pas l'influence des peuples germaniques avant, il y a longtemps, avant les Romains, par exemple. Pourquoi on sait que ce n'est pas ça, Parce que, par exemple, on a ici encore la pièce de Molière, c'est la même pièce que je vous ai montrée. Le R sonnait plus comme un Z. J'ai pas cette information, Alexandra, mais c'est peut-être possible. J'ai pas cette information, à vrai dire. Mais je peux juste vous dire une chose. Regardez, on va finir sur ça. Dans cette pièce, donc qui a été écrite au XVIIe siècle, d'accord? Dans cette pièce, Molière écrit une scène. Il y a une scène où il y a quelqu'un qui prononce les lettres du français. Et dans cette prononciation, pour le R, en fait, il prononce le R roulé. Ça veut dire qu'au XVIIe siècle, on prononçait le R un peu comme en Espagne ou en Italie maintenant. On roulait le R. Ouais. On roulait le R à cette époque. Je ne sais pas si c'est tout. Je ne pense pas que c'était peut-être dans toutes les régions, mais à cette époque, on roulait le R. On ne le prononce pas comme ça. Et voilà, pour faire simple, je peux vous dire, malheureusement, les linguistes ne savent pas pourquoi le R en français est prononcé comme ça. Voilà, donc c'était rapide pour le R malheureusement, mais pour les autres, j'espère que vous avez appris des petites choses, intéressantes. Donc, je répète, le webinaire est disponible après. Je ne sais pas si c'est sur Facebook ou sur YouTube, mais il est disponible. Ou sur le site de l'école Voilà, vous allez trouver, c'est sûr. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté, c'est très gentil. Merci Katarzyna, merci Lydia, merci à vous tous, merci à vous, c'est vraiment, vraiment gentil. On pourrait faire la deuxième partie avec le subjonctif. Je crois que ça pourrait être très intéressant. Jamais d'indice pour mieux comprendre. Et je peux juste voir des sites Dorota. J'ai créé sur le site de Voilà sur Facebook. Je ne crois pas que Dorota participe, je ne suis pas sûr. Donc, bonne idée pour le subjonctif. Je voulais le faire pour aujourd'hui, mais
j'ai pas trouvé assez d'informations. Je croyais que le subjonctif était intéressant. Je croyais qu'il y avait une sorte de spécificité avec le français en comparaison avec les autres langues latines, mais j'ai pas trouvé. Peut-être que je peux faire une autre partie avec le subjonctif. Bon, peut-être que je trouverai quelque chose d'intéressant quand même avec le subjonctif. Merci à vous, vraiment. Merci, c'était vraiment très gentil d'avoir participé. Je vous souhaite un très bon week-end avec plein d'activités ou beaucoup de repos. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.